super. Merci en tout cas, Emilian, pour cette initiative aussi. Et merci à la fédération. Et je vais progressivement vous partager mon support. Mais avant cela, reprendre ce que Emilian a présenté. Donc, en fait, je suis enseignante-chercheur à l'université à l'UFR STAPS de Lyon 1 en psy du sport. Et à côté de ça, passionnée de préparation mentale. Et du coup, je travaille depuis 2014 avec la Fédération française de cyclisme, originellement avec Sandrine Guironnet et le collectif Élite Dames. Et puis récemment avec le collectif Piste Endurance et après aussi encore également avec les Juniors Dames, ce qui m'amène du coup à découvrir en tout cas ce sport-là, parce que moi originellement je suis tennis et basket, donc je m'intéresse beaucoup au cyclisme depuis 2014 et c'est intéressant aussi des fois d'avoir des personnes qui sont pas spécialistes de l'activité, parce que vous le verrez que la préparation mentale, au même titre que la préparation physique, nécessite en fait juste d'analyser l'activité pour pouvoir proposer des contenus adaptés. Donc, c'est vrai que la commande initiale de Sandrine, quand je suis arrivée au sein du collectif DAM, c'était travailler sur la cohésion de groupe. Parce que vous savez mieux que moi que la route est plus qu'un sport d'équipe que le basket. Parce qu'au basket, on peut faire des changements, mais au vélo, quand on est au cyclisme, quand on est sur la course, on peut pas faire de changement. Donc, il y a vraiment cette question de cohésion qui est forte et je vais pouvoir vous partager, en tout cas, petit à petit, certaines informations. Donc, je vous partage mon écran. Et Emilian, tu me dis que ça devrait s'afficher? C'est tout bon. Et donc, comme l'a dit Emilian aussi, depuis un an, référente de la préparation mentale au sein de la fédération, avec une volonté en tout cas d'informer et de former les licenciés, les entraîneurs, les entraîneuses autour de cette thématique qui est récente, en tout cas dans le monde des fédérations, on va dire, au regard de la préparation physique. De aussi pouvoir aider les personnes à identifier les personnes expertes sur cette thématique-là. On verra après que les premiers experts sont en particulier les entraîneurs, donc ça c'est sûr, et de pouvoir aussi d'accompagner les différents collectifs, équipes de France et différentes disciplines pour essayer de structurer en fait au sein de leur filière ce contenu qui est en tout cas les contenus qui ont trait à l'entraînement mental. Donc évidemment bien dans son corps mais aussi bien dans sa tête. Ce qui vise en tout cas mon implication, c'est certes l'atteinte de la performance, mais pas au détriment de l'intégrité psychologique des personnes. On peut atteindre de la haute performance et on peut pratiquer quel que soit le niveau en étant bien dans ses baskets. Et c'est un peu l'enjeu, en tout cas, de cet entraînement-là. Si on s'intéresse du coup à la question de la préparation mentale, c'est une sorte aujourd'hui d'introduction, on va dire, de ce que c'est la préparation mentale. Et on peut l'illustrer par plein d'images. Ça concerne autant les entraîneurs, les staffs que les athlètes. Et ça nécessite du coup, des fois, ça renvoie à l'adoption d'une certaine posture, d'un certain discours, de certaines connaissances, de certaines compétences, pour à la fois, en tout cas, si on peut trouver une définition, elle est celle de Jean Fournier, qui définit la préparation mentale comme la préparation à la compétition avec un apprentissage d'habileté mentale et d'habileté cognitive. On va beaucoup parler d'apprentissage et d'entraînement, en fait, et dont le but principal est d'optimiser sa perf personnelle de l'athlète. On va voir qu'il y a des contenus que l'entraîneur peut également s'approprier, tout en promouvant en tout cas le plaisir de la pratique et l'aboutissement et bien évidemment l'atteinte de l'autonomie de l'athlète autour de ces questions-là. Il convient du coup de définir ce que c'est la performance. La performance, c'est pas que des médailles, c'est pas que des titres. C'est être capable en fait de faire ce que tu sais faire à un moment donné. Et rien de plus en fait. Comme tu l'as entraîné en fait, comme tu l'as répété des milliers de fois pendant des milliers d'heures, en te protégeant de ce qui vient de l'intérieur, du coup de ton stress, de tes angoisses, de ton discours interne, de tes objectifs. Et en te protégeant de l'extérieur, du public, dans les sports co qu'on a amené à jouer à l'extérieur ou la présence des adversaires. Et c'est être capable en fait de réitérer la performance, de réitérer en fait des choses que tu as déjà répétées. Et la question c'est comment se retrouver dans ces conditions-là à l'entraînement. Et on va le voir après, en tout cas l'entraînement mental, c'est un mot qui
qui m'est cher, c'est qu'on s'entraîne en fait mentalement. Et quand j'ai affaire aux athlètes, je leur explique bien en fait qu'ils ont des ressources mentales, sinon ils ne seraient pas déjà au sein des collectifs équipes de France auxquels j'interviens. Et que, au même titre que la préparation physique, que la préparation technique et tactique, on s'entraîne à la préparation mentale. La préparation mentale, c'est pas quand il y a un problème. C'est, t'as un problème de confiance et on va voir quelqu'un. La préparation mentale, on n'a pas trait à la préparation physique que quand on est blessé. C'est un peu tard quand même. Donc il y a des choses à mettre en amont, des contenus à réitérer, à vivre, à entraîner. Et le problème à l'heure actuelle, on va dire le point d'amélioration, c'est que les habiletés mentales, elles ne sont pas entraînées. Et l'idée d'entraînabilité renvoie à l'idée de répétition, en fait. C'est pas parce que j'ai fait une fois une séance de relaxation que demain, je vais arriver à être zen avant une compétition. Donc, les habiletés mentales, à l'heure actuelle, en fait, elles sont malheureusement pas répétées, pas travaillées, ce qui fait qu'il y a un peu de carence sur cette thématique-là. Voilà, déconstruire cette question-là qui fait que je m'intéresse à la prépa mentale parce que j'ai un problème. Non, non, ça m'intéresse ce contenu-là et je peux le travailler, je peux développer des ressources que j'ai déjà et pouvoir les rendre meilleures. Si on s'intéresse en tout cas à cette question de l'entraînement mental, quoi qu'il en soit, les habiletés que je développe dans ma pratique sportive mentale, je vais aussi me les réutiliser dans la vie de tous les jours. La capacité à gérer mon stress, à avoir confiance en moi, à développer mon leadership, ma zone d'influence, à travailler en groupe, à vivre en groupe, me motiver. C'est des qualités qui sont d'autant plus importantes dans la vie de tous les jours que dans un domaine d'accomplissement précis qui est le sport. D'ailleurs, au même titre, il y a les New-Zélandais, les All Blacks, de par en tout cas leurs premiers travaux, font ressortir que dès le plus jeune âge, les enfants apprennent à l'école à développer ces ressources. Parce qu'en fait, l'avantage des jeunes enfants à 4-5 ans, ils ont déjà des dispositions prêtes pour pouvoir accueillir et développer ces qualités-là. Les enfants, ils font déjà de l'imagerie, ils ont un imaginaire extraordinaire. Ils ont des capacités à s'enthousiasmer, à s'investir, à être concentrés dans des activités. Ils ont déjà ces dispositions-là. Et nous, on les travaille en fait un peu tard. C'est déjà en tout cas des choses qui devraient être mises en place assez tôt, au même titre d'ailleurs que la préparation physique, la capacité à grimper dans un arbre, à faire du vélo, à se déplacer. C'est des ressources qui sont importantes à travailler dès le plus jeune âge. Donc naturellement, on a des dispositions et petit à petit, en fait, la question qui se pose, c'est de pouvoir insérer cette préparation évidemment, du coup, dans la planification de l'entraînement, parce que au même titre que la préparation physique, que la préparation technique, que la préparation tactique, et ça doit s'inviter en tout cas à s'insérer dans la planification. Et la préparation mentale, c'est pas de la magie, elle est ralliée à des contenus scientifiques et pratiques. Moi, je suis enseignante-chercheuse, donc je fais de la recherche, on essaie d'améliorer en tout cas nos connaissances, qui sont reliées à des disciplines, qui est la psychologie et la neuroscience, au même titre que la préparation physique s'appuie sur des sciences qui sont la physiologie, qui sont la biomécanique, et j'en oublie encore, en tout cas des sciences supports qui permettent en tout cas de mettre en place des contenus. Je vais vous donner un exemple sur l'aspect entraînement en fait. Les athlètes en fait, la plupart des athlètes, 96%, les études nous montrent que 96% des athlètes font déjà de la préparation mentale. Le problème c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte et qu'ils ne l'entraînent pas en fait. Je vais vous donner un exemple. Quand vous faites par exemple un squat, c'est-à-dire une flexion, on pourrait aussi déjà intégrer la préparation mentale. Si par exemple, je vous demande de fléchir et de porter attention sur une gommette que je vous mets en face de vous, quand je porte attention à la gommette, je travaille mon champ visuel, mon attention sur quelque chose d'étroit en face de moi, d'accord, et qui est plutôt externe en fait, qui est face à moi. Je porte mon attention sur un élément précis qui est la gommette en face. Et quand je suis sur mon vélo, ce champ d'attention et de concentration, avant de faire une attaque, par exemple, en route, je vais percevoir, je vais avoir une concentration plutôt large, externe et large. Mais quand je vais faire mon attaque et je vais fournir mon effort et monter droit sur mes pédales, comme si je faisais un squat pour rebondir, mon attention elle va redevenir étroite, en tout cas, et se porter sur là où je veux aller. Donc tout ça pour vous dire que déjà avec des contenus physiques, on peut déjà intégrer en tout cas des ressources mentales qui est la capacité à pouvoir se concentrer sur des éléments précis.
Donc déjà, avec la même manière que quand on commence à fatiguer sur des exercices techniques ou physiques, on sait que quand j'ai de la fatigue, mon niveau de concentration, il baisse. J'ai tendance à baisser les yeux, baisser la tête. Donc quand je travaille en cycliste sur mon vélo ou de la prépa physique, où je sens que j'ai de la fatigue, il y a déjà des ressources à mobiliser. Il y a déjà peut-être un discours interne à adopter. Non, je lâche pas, je vais avancer. Je sais que je suis fatiguée, mais je me trouve de l'énergie parce que je vais le transférer dans mon activité. Donc voilà, il y a toujours une possibilité d'intégrer, en tout cas, à travers des contenus physiques, tactiques et techniques. En tout cas, il y a toujours du mental. Quand je travaille du physique, je peux travailler du mental. Quand je travaille de la technique, si j'utilise l'imagerie mentale, qui est une technique qui me permet de me répéter les mouvements, je fais déjà de la préparation mentale. Quand je travaille sur de la vidéo, je fais déjà de la préparation mentale. Où porter mon attention, sur quoi me concentrer, quelles émotions je ressens. Donc voilà, vous l'avez bien compris qu'il y a la possibilité, en tout cas, d'intégrer ces contenus et que les athlètes font déjà de la préparation mentale. Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas conscience. Elle n'est pas organisée, elle n'est pas structurée, elle n'est pas répétée. Et étonnamment, eh ben, ça ne s'applique pas en situation de compétition et comme c'est pas entraîné, c'est pas stabilisé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la performance, c'est la capacité à pouvoir répéter en tout cas une performance, quelles que soient les conditions, et être capable de le faire au regard des contraintes qui peuvent se passer. D'ailleurs, traditionnellement, on entend que la préparation mentale, quand il y a les grands événements sportifs là, qui passent à la télé, hein, les championnats du monde ou même les Jeux, hein, on entend assez facilement les journalistes sportifs dire ah ouais, mais en fait, la performance, c'est 80% du mental. Je ne suis pas sûre qu'on travaille 80% du temps dans sa planification du mental, alors, hein, parce que je n'ai pas connaissance de ça. Si c'est 80% de la performance, il faudrait qu'on en insère 80% dans les contenus, dans les contenus, en tout cas, de l'entraînement. Donc voilà, c'est vous faire en tout cas comprendre qu'il y a l'idée d'entraînabilité, il y a l'idée du coup, si c'est des contenus, de faire un état des lieux. Je vous présenterai quelques outils et c'est à vous après de pouvoir les faire évoluer, mais il y a la possibilité de connaître le niveau de motivation, d'investissement d'une personne via différents outils qui sont soit les entretiens, soit les tests, ce qu'on appelle tests questionnaires. Il y a des tests physiques hein, pour connaître votre VO2 max. C'est un peu la même idée. L'observation aussi des athlètes me permet en tout cas de faire des hypothèses sur certaines qualités mentales des athlètes qu'on peut avoir. Donc voilà, bien insérer l'idée que voilà, on peut l'intégrer dans la planification de l'entraînement et que ça s'appuie en tout cas sur des contenus qui visent à partager. Et c'est pour ça que c'est avec beaucoup de plaisir aujourd'hui que je partage en tout cas tout ce qu'on échange au sein de la fédération, parce qu'il n'y a pas de magie en fait, il n'y a rien à cacher hein, sur les interventions. Et avec plaisir qu'on peut vous accueillir sur certains stages de l'équipe de France pour vous partager les contenus. Il y a pas de cachette, hein. Il y a les contenus, on essaie de les mettre des choses en place. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, et on essaie de comprendre pourquoi ça marche pas et aussi pourquoi ça marche en fait. Parce que c'est aussi de comprendre pourquoi on perd, mais aussi des fois comprendre pourquoi on gagne. Donc du coup, en fait, ça nécessite des étapes. On n'est pas, vous l'avez bien compris, qu'on ne s'est pas entraîné mentalement, on n'a pas développé ses habiletés mentales dès le plus jeune âge, d'accord, la capacité à gérer son stress, à se fixer des objectifs, à vivre en groupe, à vivre en équipe. Hein. On pourrait penser que l'école pourrait initier ces choses-là. Et du coup, en fait, ça nécessite du développement, de l'éducation et de l'apprentissage et de passer par différentes étapes. Évidemment qu'au début, il faut passer par une étape de la découverte, c'est-à-dire qu'il existe des techniques que l'athlète, le jeune, doit découvrir pour mieux comprendre et s'initier et se les approprier en autonomie. Et puis l'objectif, par contre, c'est l'autonomie. La personne, elle ne doit pas être dépendante de son préparateur mental, comme elle ne doit pas être dépendante de son entraîneur. On est bien d'accord. Hein. L'objectif de l'entraîneur et de l'entraîneur, c'est de développer des compréhensions de l'entraînement pour que l'athlète, techniquement et tactiquement, il puisse mettre des choses en place pendant la compétition. Donc, du coup, les étapes de développement, c'est de découvrir, éduquer, apprendre, intégrer dans les contenus, mettre en place, du coup, des routines, une fois que j'ai bien eu une image de comment je me connais, qu'est-ce que je peux mettre en place, pour aller après, avec des élites, on peut être sur du peaufinement et de l'approfondissement de certains détails, hein, comme la nutrition peut aussi faire partie d'un travail de détail à la fin qu'on pense avoir maîtrisé pas mal de choses. Donc voilà, ça fait référence en tout cas à des techniques qui nécessitent petit à petit de s'approprier.
Du coup, avec Émilien, on avait essayé de réfléchir, et c'est ça, c'est comment développer des outils dès le plus jeune âge. On regarde finalement du développement de l'enfant, et la psychologie du développement, pour ça, nous apporte des grilles de lecture, hein, sur les capacités de l'enfant dès le plus jeune âge. On sait que l'enfant est un être enthousiaste au demeurant naturellement, donc favorisons à nous nourrir cet enthousiasme et de le faire perdurer. L'enfant est capable de parler de ses émotions, quel que soit son âge. Après, c'est pareil avec ses mots et ses ressources. Mais faire verbaliser ce qu'on ressent me semble important, hein. Je vais vous donner une anecdote. Mon fils fait du basket. La première fois qu'il a fait un tournoi de basket, j'ai dit alors comment ça s'est passé. Il me dit ah, c'était impressionnant de jouer avec autant de monde qui nous regarde. Moi, je ne m'étais même pas posé la question qu'il avait fait attention aux gens qui avaient dans le gymnase. Et verbaliser ses émotions, en tout cas, c'est une première étape pour prendre conscience de ce qu'on ressent. Si je ne prends pas conscience de ce que je ressens, comment je peux travailler sur mes sensations et sur mes émotions? Donc, il y a des cibles, il y a des moments clés, il y a des cycles qu'on peut déjà proposer, hein. L'intégration des valeurs, hein, fortes reliées en tout cas à la pratique du cyclisme. Il y en a, c'est à vous de les définir, des règles de vie. Et petit à petit, voilà, vers l'adolescence, être capable en tout cas à l'adolescence de valoriser les efforts, hein, parce qu'on sait que le développement de l'enfant fait qu'il mature et que finalement l'enfant il est capable de fournir des efforts non limites qu'un épitchoun a des efforts finalement plus mesurés à l'adolescence, hein, parce qu'il se rend bien compte que des fois on peut fournir des efforts et pas avoir les récompenses de ces efforts-là. Initier à la fixation d'objectifs, on va le voir après, mais des objectifs plutôt reliés à la notion de progrès. Que l'enfant, après 7-8 ans, il devient capable de s'auto-évaluer. Autant avant, il est 100% dépendant des retours d'information de l'adulte, autant après, il intègre, de par sa maturité cognitive, une capacité en tout cas à pouvoir s'auto-évaluer. Et puis après, voilà, aller vers de l'autonomie sur de l'approche de compétition, des routines, travailler peut-être après l'adolescence sur la cohésion opératoire, on le verra après sur ces définitions-là. Donc il y a des fenêtres en tout cas pour intervenir sur les qualités de mental. Bon, qui peut intervenir? Qui sont ces préparateurs mentaux? Qui peut prendre en charge la préparation mentale? La bonne question, les premières personnes qui interviennent, ce sont les entraîneurs, et les entraîneurs, ce sont les premiers préparateurs mentaux. Et d'ailleurs, ma présence dans les collectifs est conditionnée par l'adhésion à la préparation mentale de l'entraîneur et de l'entraîneuse, et du sélectionneur ou de la sélectionneuse. Ce sont eux les premiers, en tout cas, pionniers de la préparation mentale. Ils le font avec leurs outils. Vous allez me dire évidemment qu'on ne peut pas avoir un intervenant en préparation mentale dans tous les clubs, mais c'est eux, en tout cas, qui sont les premiers intervenants sur cette thématique des habiletés mentales. Ils font déjà des choses. Et après, comme toute capacité à développer, ben voilà, ils s'intéressent aux techniques, aux tactiques. Leur formation initiale ne fournit pas forcément un volume très important autour de cette question des habiletés mentales. J'espère que ça va évoluer. Et après, si on veut se spécialiser, ben, il existe des spécialistes autour de cette question-là. Donc, je peux me définir sûrement spécialiste de cette question des habiletés psychologiques, des habiletés mentales, hein. Mais après, quel repère dans le monde sportif à l'heure actuelle? Ben, vous pouvez tous vous dire préparateur mental, préparatrice mentale, hein, parce qu'il y a pas de fonction juridique qui permet de dire, déontologique, de dire, au même titre que les médecins peuvent avoir, tout le monde ne peut pas se dire médecin, c'est légiféré. Et donc, c'est toujours pas facile de pouvoir choisir une personne compétente. Il y a des repères qui peuvent nous aider à percevoir l'expertise d'une personne. Bon, bah, la formation universitaire, qui peut être un indicateur, les masters STAPS ou les masters psycho, peut être un point de référence et valider, en tout cas, ses connaissances et compétences développées par la formation. Mais comme tout le monde peut se dire préparateur mental, évidemment, on a des expériences qui peuvent nous revenir en tête avec des personnes qui n'étaient pas formées, qui n'avaient pas d'expertise et qui se disaient préparateur mental. Et tout le monde peut avoir l'emprise sur un athlète. Et du coup, il y a des gourous et des personnes qui se disent préparation mentale et qui n'ont pas les compétences associées. Donc, la référence, en tout cas actuelle, moi, c'est la Société savante de français de psychologie du sport, hein, je vous invite à aller sur le site, qui est une société savante qui réunit des experts en prépa mentale, en psy du sport, en enseignants-chercheurs, et qui essaye en tout cas de regrouper ces personnes ressources. Donc, il y a une liste sur ce site-là, et en tout cas qui essaye de mettre en valeur et d'identifier ces personnes qui ont un certain niveau d'expertise. Donc, quel repère, quelle légitimité, pas simple en tout cas d'y voir clair, mais il y a un moyen de trouver des informations, et c'est un de mes rôles au sein de la fédération. Vous avez une personne ressource
venez m'en informer et je pourrais vous donner sûrement des informations sur son expertise en toute modestie. Du coup, quels sont les objectifs de la préparation mentale? Ce soir, on va survoler quatre grands domaines d'intervention. Ce qu'on appelle le motivationnel, hein, c'est qu'est-ce qui nous pousse à agir, à nous engager. Le volet émotionnel, les émotions qu'on ressent. La gestion des émotions, on en ressent tout le temps, hein, avant, pendant, après une compétition, après un entraînement qui s'est bien passé, un entraînement qui s'est moins bien passé. Qu'est-ce que je fais de ces émotions-là? Comment je les vis et comment je peux les utiliser? Comment, quand je vais sur une compétition qui sont les championnats du monde, comment je peux anticiper ce facteur émotionnel aussi? Ça se prépare, ça s'entraîne. Et comment je peux l'appliquer à l'entraînement? Il y a le troisième volet qui est le volet cognitif, qui est le volet concentration. Qui renvoie à ma capacité à me concentrer, à porter mon attention à. Évidemment que ces habiletés-là, elles sont, de par nos nouveaux modes de vie, elles sont peut-être encore plus à travailler, j'ai envie de dire, dans ces générations qui switchent rapidement d'un stimulus à un autre. Ça nécessite d'être vérifié, mais en tout cas, j'ai la perception pour entraîner des petits au basket dès le plus jeune âge, cette capacité à porter son attention, elle s'entraîne. Et a un besoin. La question de la représentation, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis capable de faire en fait, quelle représentation j'ai de mes capacités. Si je pense par exemple que je suis une sprinteuse et que j'ai pas ces qualités-là, ça peut en tout cas agir sur mes facteurs attentionnels et sur en tout cas mes objectifs. Et le quatrième volet qui est le volet relationnel, ce qu'on appelle cohésion, relation entraîneur-entraîné, relation avec mes coéquipiers, coéquipières, quand on est amené à faire un travail d'équipe en route, quand on est amené à rouler ensemble accessoirement à 60 km/h sur une piste, comment je m'organise, comment je traduis un niveau de confiance dans un staff. Quand je confie mon vélo à un ou une mécano qui est quand même accessoirement mon outil sur lequel je vais rouler très très vite. Donc il y a tout un volet de construction, de relations interpersonnelles qui est à construire. Donc, comment développer la motivation? Alors, on ne va pas avoir la prétention de vous donner plein d'outils, mais même si on va y aller petit à petit, déjà, c'est connaître pourquoi les gens ils sont là. Qu'est-ce qui les motive? Est-ce qu'on est là pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour apprendre quelque chose? Pour faire plaisir à quelqu'un? Pour gagner de la reconnaissance? Pour avoir des amis? Qu'est-ce qui fait que un athlète, un cycliste, une cycliste s'investit, s'entraîne 25 heures par semaine pour atteindre quel objectif? Donc, c'est important de connaître ces besoins-là pour être capable de mieux accompagner la personne, que ce soit d'ailleurs sur tous les volets, qu'ils soient techniques, tactiques, physiques ou mentales. C'est répondre aussi du coup à leurs besoins. Si la personne est là pour apprendre, et ben, être capable aussi de répondre à ce besoin-là, de reconnaissance et de gagner, bon, ben, il va falloir atteindre de la perf, me faire des amis, donc travailler sur l'interrelation. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas s'entraîner sans objectif précis. Alors traditionnellement, lors de mes entretiens, je demande quels sont tes objectifs là. Moi, je veux gagner telle course, je veux aller aux Jeux Olympiques, je veux gagner les championnats du monde. Et traditionnellement, à chaque fois, on me fait référence à des objectifs de performance. Évidemment qu'on a tous envie de gagner, on a tous envie d'avoir des bonnes notes, on a tous envie de faire de la performance médaillable, j'ai envie de dire. Et en fait, on se rend compte que, en tout cas, au travers de mon expérience d'une dizaine d'années, que principalement, en tout cas sur mon expérience cycliste, c'est principalement des objectifs de performance. Mais il n'y a rien de plus anxiogène d'avoir que des objectifs de performance, parce que dans la performance, je ne contrôle pas tout, je contrôle ma capacité à bien m'entraîner, à m'organiser, à avoir une stratégie, mais je ne contrôle pas mes adversaires, d'accord? Je ne contrôle pas la météo qui peut ou pas me convenir, il y a des éléments que je ne contrôle pas. Donc c'est important d'avoir des objectifs de performance en ligne de mire. Mais quels moyens je mets en place pour les atteindre? Quelles sont les habiletés mentales que je veux développer pour les atteindre? Quelles sont mes habiletés techniques, tactiques et physiques pour pouvoir atteindre ces objectifs-là? Et en fait, on se rend compte qu'il y a seulement 3% des sportifs qui écrivent leurs objectifs de progrès. Assez peu. Et si ce n'est pas écrit, je ne sais pas vers où je veux aller. Je me rappelle d'un entretien aussi avec une jeune basketteuse qui était en équipe réserve. On était en entretien avec l'équipe de France A'. Je dis, alors quel est ton objectif? C'est d'être en équipe de France A. OK. Et quoi d'autre? Je dis, mais comment tu vas faire pour atteindre l'équipe de France A? C'est-à-dire pour être, en fonction de ton poste de jeu, quelles sont les qualités requises au niveau international pour pouvoir prétendre, en tout cas en termes de physique, en termes de tactique, en termes de connaissance du jeu. Et en fait, elle était incapable de me dessiner
précisément les habiletés qu'elle devait travailler. Donc voilà, c'est bien d'avoir des objectifs de perf, mais derrière, quels sont les objectifs de progrès? Comment je les évalue? Des objectifs qui doivent être contrôlables, que je maîtrise et que je dois progressivement réévaluer avec mon entraîneur et mon entraîneuse. C'est-à-dire, OK, bah, on s'est dit sur 2 mois, on travaille la force. OK, comment je suis avant le cycle? Comment je suis après? Quelles sont mes sensations? Comment je les travaille? Je veux travailler ma capacité à être concentré, à prendre des informations. Comment je le travaille? Comment ça s'opérationnalise? Combien de séances j'alloue sur ce travail-là? En tout cas, c'est important de pouvoir opérationnaliser et clarifier nos objectifs et de les formuler positivement. Donc voilà, donc il existe des fiches, fixation d'objectifs, il en existe un certain nombre. Des fois, même pour aller un peu plus loin, on peut avoir des fiches fixation d'objectifs à la séance pour pouvoir écrire, tiens, aujourd'hui, l'objectif, c'est ça et ça. Vous vous rappelez, on l'écrit, puis on fera le point, tiens. Peut-être qu'une séance tous les 15 jours, on peut écrire réellement l'objectif au lieu de se le dire de vive voix et on l'évalue. Comment ça s'est passé? Donc voilà, vous l'avez bien compris que c'est important d'avoir des objectifs pour pouvoir avancer. Et un exemple d'échelle, d'outils en fait que Emilian a créé, qu'il a essayé en tout cas de décupler sur les tranches d'âge. Par exemple, sur une situation, je veux travailler la prise de contact, être capable de frotter. Si j'ai bien perçu, voilà, l'objectif c'est de tolérer les contacts. Comment je le mets en place? Qu'est-ce que je crains? Évidemment, quand je veux m'entraîner, ma capacité à frotter, à descendre vite, je crains la chute. Donc, il faut en parler, en fait. À un moment donné, il faut parler de cette crainte de la chute. Et après, qu'est-ce que je mets en place? Évidemment que si je suis dans ma réalisation et que je pense à la chute, il faut plutôt penser aux éléments que je contrôle et que je vais mettre en place, ma trajectoire, où je porte mon regard, où je mets mes points de force, mes points de levier, etc., etc. Donc, il existe des choses à mettre en place et à entraîner. Trop souvent, j'entends, il ou elle ne sait pas frotter, il ou elle ne sait pas descendre, ils n'ont pas confiance dans la descente. Ouais, mais qu'est-ce qu'on met en place pour le travailler? Est-ce qu'on a fait pendant 2 mois 10 séances pour travailler ces qualités-là et qui sont évidemment technico-psycho en fait, voire des fois, quand il y a plus de monde, un peu tactique sur le placement en fait, mais qui sont aussi physiques parce que ce qui nécessite d'être gainé et d'avoir de la force dans les bras ou dans les cuisses, etc., ou dans le pied. Donc voilà un exemple de choses qui se rédigent, où ok, l'objectif, voilà ce qu'on va mettre en place, comment on va l'évaluer, quelles sont les ressources à développer, etc., etc. Dans la prise de décision, comment je peux mettre en place des choses qui vont me permettre en tout cas d'avancer et de pouvoir travailler ces habiletés-là. Donc voilà, il y a des outils, on pourra aller en profondeur quand vous souhaitez sur d'autres thématiques un peu plus tard. Bon, comment on développe la motivation, l'engouement pour les élites à aller s'entraîner tous les jours, 3, 4, 5, 6 heures, c'est quand même pas simple. Et même pour nos plus jeunes, même si on les a 2 fois par semaine, comment on développe cet intérêt, cette motivation à pouvoir avancer? Et ben, il y a 3 indicateurs qui sont importants, 3 leviers. C'est la question du sentiment de compétence. Être capable on s'investit, l'humain s'investit, l'homme avec un grand H, s'investit pour se sentir compétent, en fait. Sentir qu'il progresse. D'accord? Pas se centrer que sur la performance, sentir qu'il progresse, qu'il apprend de nouvelles choses, insister sur les réussites, valoriser positivement. C'est pas faire de l'exagération positive, mais on sait que on est quand même, nous Français, Françaises, démesurément négatifs quand même. On passe plus de temps à se plaindre qu'à dire ce qui va bien. Et du coup, soutenir la compétence et à l'inverse, moi, quand je suis avec mes pitchouns de 5-6 ans au basket, je suis démesurément positive. Ils m'apportent déjà tellement d'énergie et d'enthousiasme que c'est à nous qu'il faut valoriser et soutenir ce sentiment de compétence. Le sentiment d'autonomie, c'est la capacité du coup à sentir libre de décider des fois ce que j'ai envie de faire dans ma séance, à me sentir libre d'aller m'entraîner, à avoir envie de prendre des décisions sur peut-être ma séance de la semaine, sur le circuit, sur les habiletés qu'on va travailler. Donc c'est des choses qui permettent de nourrir la motivation. Le sentiment d'appartenance, évidemment, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un... Je pense que la route est plus qu'un sport collectif. Je vous l'ai dit, je le répète, c'est plus que le basket. Il faut accessoirement s'arracher dans les efforts qu'on fournit pour qu'il y ait une seule personne qui gagne. Et en plus, on donne une médaille qu'à la seule personne qui gagne.
c'est quand même assez particulier en signe de reconnaissance quand même, parce qu'il faut qu'on fasse ensemble, mais qu'il n'y a qu'une personne qui est reconnue. J'ai toujours trouvé ça traite quand même que quand on gagne ensemble et qu'il y a une seule personne qui gagne, qui est une seule médaille. On pourra en débattre, mais moi je me rappellerai mon premier stage équipe de France où les coureuses se présentent. Première là, troisième là, j'ai gagné ci, j'ai gagné ça. Et ben, j'aurais aimé qu'à un moment donné qu'ils disent bah ouais, championne du monde, a participé au titre en tout cas de championne du monde de Pauline Ferrand-Pérévaux et de l'équipe de France en 2014, a participé au titre de champion de France ou de champion d'Europe. Parce que le rôle d'équipier, il y a un livre qui est sorti récemment qui est passionnant, hein, est à valoriser et à reconnaître en tout cas par rapport à ça. Donc il y a rien, donc il y a des choses à travailler sur le sentiment d'appartenance, identifier à l'équipe et être valorisé dans l'équipe. Bon, après, les leviers motivationnels, c'est l'environnement social, hein, c'est nous, hein, c'est vous, hein, les parents, les entraîneurs. Hein, c'est nous, les acteurs et les actrices de la motivation des personnes que l'on encadre. Donc, à nous d'adopter les bonnes postures et donner les bons retours d'information pour faire en sorte que ce soit des retours qui permettent de nourrir et d'inviter nos, nos jeunes à s'investir, à encourager, à nourrir en tout cas cet investissement. Bon, le deuxième thème, c'est la question de la gestion des émotions. On en ressent plein, d'autant plus quand on prépare une compétition, quand on la vit. On en ressent aussi juste quand on fait une randonnée, d'ailleurs, de vélo. Hein. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais juste quand je sors, on ressent des émotions entre des fois dans la vitesse d'une descente ou dans la difficulté à monter à la montée. Ou, on ressent en tout cas un certain nombre de choses. Maintenant, il faut en parler. On n'est pas aussi culturellement habitué à parler de ce qu'on ressent. Et ma plus grande victoire, j'ai envie de dire, c'est d'avoir pu travailler avec un collectif de jeunes basketteurs de l'Asvel, à pouvoir travailler en équipe sur OK. Ah, t'as peur avant les matchs, t'as peur avant les compétitions, ben, et finalement on se rend compte que tout le monde a peur. On a tous peur en fait avant un examen, avant une présentation. Et comment je la gère cette peur? Comment je peux faire en sorte dans une équipe que je la communique pas? Ou comment finalement un coéquipier, un partenaire peut m'aider à un moment donné où je me sens peut-être très mal à l'aise avec une émotion négative. Pendant une compétition où je me sens que j'ai plus de jambes et j'ai besoin d'être motivé par un partenaire, par un coéquipier. Donc on en ressent plein des émotions au regard de plein de choses, des facteurs physiques, des facteurs extérieurs, en fonction de la course, en fonction après la course aussi, que les émotions qu'on ressent sont très fortes. Donc comment finalement je peux aussi travailler sur cet aspect-là, en prendre conscience, c'est la première étape. Il y a des techniques qui me permettent de les gérer, qui me permettent de les accepter et de pouvoir y faire face et aussi pouvoir me remettre dans des conditions qui sont favorables à cette question-là. L'autre thématique, c'est la question de l'attention et de la concentration. Du coup, il y a quelqu'un qui a mis son son, je ne sais pas qui c'est. La gestion de l'attention et de la concentration, qui est le troisième grand thème, c'est apprendre à porter attention à, alors que vous le savez, il se passe plein de choses quand on fait une course ou quand on va rouler, et comment à un moment donné, je peux porter attention sur des éléments précis au regard je ne vais pas porter la même attention quand je suis censé faire un 200 mètres lancé sur la piste que quand je suis au départ d'une course de BMX race avec plein d'adversaires, que quand je suis en BMX freestyle et que je dois réaliser une figure que j'ai préparée, que j'ai répétée, sur quoi je porte attention? À quel moment je suis centrée sur mes sensations, sur les adversaires, sur mes émotions que je ressens sur le moment? Comment je peux discuter de cet aspect attentionnel avec l'entraîneur, etc. En tout cas, c'est des choses qui se travaillent. On n'est pas naturellement concentré et attentif. Il faut petit à petit essayer de connaître ce que c'est l'attention et la concentration et comment je peux le développer et puis le mettre en place. Comment développer l'aspect relationnel, tout ce qui renvoie à la cohésion de groupe, hein, c'est vraiment des aspects fort importants. Il y a, dans l'aspect cohésion, souvent les athlètes, les sportifs ou les sportifs me disent ouais mais il me comprend pas mon entraîneur, il me parle pas. Ou j'ai dit mais qu'est-ce que tu as fait toi pour mettre en place pour qu'il y ait un échange, pour qu'il y ait une interaction? Ah ben je sais pas. Non, j'ai pas demandé à ce qu'il y ait une réunion. Non mais en fait une relation c'est 50-50 quand même. C'est qu'est-ce que aussi toi en tant qu'athlète tu peux mettre des choses en place pour rassurer ton entraîneur, pour lui expliquer ce que tu ressens, pour lui faire part que tu as compris ça dans la séance mais ça tu l'as pas compris. Donc c'est pas facile, hein, c'est pas facile de le faire en fonction de l'âge aussi, de la relation qu'on a. Mais voilà, l'athlète participe à construire cette relation avec l'entraîneur. Dans la cohésion, il y a pour moi une croyance
qu'il faut bien s'entendre pour faire de la haute performance. C'est faux, en fait. Il y a cette croyance dans le monde sportif en général que la cohésion sociale, le fait de bien m'entendre avec mes athlètes vont faire qu'on va atteindre de la haute performance. Quand on parle de la haute performance ou même de la performance tout court. Il y a des biais à bien se connaître et avoir des liens affectifs. La cohésion, c'est deux choses. C'est la cohésion sociale, c'est bien s'entendre. Et il y a aussi la cohésion opératoire. C'est qu'est-ce que je sais bien faire et qu'est-ce que les équipiers de mon équipe sont capables de bien faire aussi. Et comment on peut se retrouver pour articuler cela ensemble. J'ai deux anecdotes à vous faire partager. La première dans le monde du basket, en 2012, quand les filles se préparent à atteindre les Jeux Olympiques de 2012, l'équipe à Céline Dumerc, il n'y a jamais eu autant de difficultés en termes d'ambiance de groupe et de cohésion sociale. Donc c'est vrai que c'est désagréable. Par contre, en termes opérationnels, sur le terrain, elles savaient ce qu'elles avaient à faire. Elles savaient comment mettre en valeur l'autre. Et cette connaissance pointue de la cohésion opératoire d'elle-même, drivée évidemment par le staff, leur a amené à de la très haute performance parce qu'elles sont vice-championnes olympiques en 2012. Une autre, en 2013, là, il y a la même équipe avec quelques joueuses qui changent. Les filles sont vice-championnes d'Europe. Ce qui est très agréable, c'est que les filles s'entendent et du coup, dans le quotidien, quand on est amené à passer 2 mois ensemble, évidemment que c'est plus agréable. Mais ce n'est pas pour autant, au contraire, qu'un groupe s'entend bien, on va peut-être être moins attentif, moins vigilant et être moins, j'ai envie de dire, professionnel. Une autre anecdote, en 2014, du coup, j'ai eu la chance de faire partir du staff avec Sandrine Guironnet, Sébastien Joly, Anthony Bouillot et d'accompagner ces jeunes femmes, Eugénie, Élise, Aude. Je me lance dans les énumérés, je vais en oublier, Amélie Riva, Élise Delzen, Pauline et Audrey. Et quand on accueille en fait sur le stage pré-championnat du monde en 2014 qui a lieu à Ponferrada et on fait un stage de 5 jours à Ornans. On accueille Pauline qui vient juste d'être nouvellement championne du monde, si je dis pas de VTT. Elle a été précédemment de cyclocross. Et donc, en fait, il y a des filles qui connaissent pas Pauline. Il y a des filles qui se connaissent pas entre elles. Socialement, elles roulent sur des courses, mais elles se connaissent pas. Il n'y a pas d'affinité, en fait. Et l'enjeu de cette semaine-là, c'était d'apprendre à se connaître, de sortir aussi de représentations qu'on peut avoir de l'autre, et surtout au niveau opérationnel, s'assurer que, OK, qu'est-ce que tu sais bien faire et comment tu peux apporter à la stratégie de l'équipe. Et ça, je pense que ça a été loin de moi de dire que la performance de l'équipe de France c'est relié à un tout. Elle est multifactorielle, elle n'est pas reliée qu'à la préparation mentale ni à la cohésion, mais ni à une seule personne, parce que je pense que Pauline n'aurait pas pu gagner toute seule non plus. Mais c'est surtout l'articulation, c'est qui est leader, qui est capable d'accompagner la stratégie sur le début de la course, au milieu de la course, qui est capable de communiquer que, OK, quand ça va pas bien, il faut que je le communique, ou de le garder pour moi et de planter le projet collectif. Et pour autant, l'objectif socialement, c'était vite d'apprendre à se connaître en 4 jours. Donc du coup, dans l'aménagement, la composition des chambres, la composition des repas, on a fait en sorte que l'interrelation soit favorisée. On a fait, je me rappelle aussi, des jeux pour un peu sur l'aspect social, pour apprendre à se connaître et à voir comment les gens réagissent. Mais on a beaucoup travaillé sur l'aspect opérationnel. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut sortir du fantasme. Une équipe qui s'entend bien va être performante. Non, une équipe qui s'entend bien, qui se connaît bien opérationnellement sur ce qu'elle est faire et ce qu'elle a appliqué et qui est capable d'être authentique sur les briefings et les débriefings va être une équipe efficace. D'accord? Il faut sortir de cette croyance-là qui est en prendre dans tout le monde sportif, et même les journalistes sportifs, quand ils discutent de la performance de 2012, elles sont magnifiques, ces joueuses, elles s'entendent super bien. Non, ça s'est très mal passé et c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'atteindre la performance. Bon, évidemment que l'aspect social est très important quand on a affaire avec des jeunes et de favoriser l'interrelation est très important. Et un groupe se construit en fait. Une identité de groupe se construit et elle peut prendre du temps. Ça renvoie à des outils, la formalisation des attentes mutuelles, qu'est-ce que j'attends de l'autre, quels sont les points de vigilance de l'autre dans un groupe, etc., etc. Donc il y a une connaissance de soi, il y a une connaissance des autres, il y a évidemment qu'il faut jouer la convivialité, évidemment que la porte d'entrée pour accueillir les personnes sont cette cohésion sociale. Je n'ai pas terminé, mais je vous ai présenté en tout cas le plus gros des grandes thématiques et l'enjeu après va être d'aller un peu plus en détail. Le mental de l'athlète,
voilà comment, en tout cas, il peut se compartimenter autour de la question de la motivation, avoir des objectifs de progrès, autour de l'autonomie, développer l'autonomie de son athlète, euh, développer la notion de plaisir, l'accompagner sur son projet. Ça nécessite de faire des entretiens, de comprendre la personne, de savoir où elle veut aller, de ne pas juger, de sortir de nos jugements, ce qui n'est pas simple. Autour de la question émotionnelle, c'est gérer son stress avant une compétition. Ça veut dire découvrir des techniques, ça veut dire pouvoir en parler ouvertement avec son entraîneur ce qu'on ressent et pourquoi on a autant d'anxiété, quel enjeu j'y mets dans cette course. Être capable de... Alors les exemples sont aussi pas mal du coup repris de l'intervention dans le basket, mais gérer sa frustration sur l'échec, sur le fait d'être remplaçant dans une équipe. Pour moi, le remplaçant, il a autant de valeur que quand les filles jouent leur qualification aux Jeux Olympiques au championnat du monde à Berlin et que sur la poursuite par équipe, la remplaçante a autant de... Et d'ailleurs, Marion Boras a très bien rempli ce rôle-là, a autant d'importance que toutes celles qui vont aller sur le vélo. Parce que de par son langage, son dynamisme, et son attention et son soutien apporté à l'équipe avant, pendant et après, et c'est le plus important. Donc c'est pour ça valoriser ces rôles-là et faire comprendre que je fais partie d'une équipe, même si je suis remplaçant, je vais apporter sur la prochaine course. J'ai déjà apporté précédemment. Donc cette question des émotions, elle est très forte. La gestion des moments importants. Vous imaginez, elles ont fait toute une saison la poursuite par équipe et elles jouent leur qualification encore sur une dernière course. C'est quand même juste très émotionnellement fort. Donc c'est quand même pas simple à gérer. L'aspect cognitif, concentration, attention, qui je suis, qu'est-ce que je suis capable de faire, que sont capables de faire à un moment donné mes adversaires et du coup comment j'aménage ma stratégie au regard de ça. Après, il y a tout le travail sur l'interprétation des performances. J'analyse vidéo, essayer de comprendre ce que j'ai réalisé, les analyses collectives, les débriefs sont hyper importants, où chacune peut s'exprimer. Et il y a tout ce travail relationnel de vie de groupe, de cohésion, de leadership. J'ai horreur d'entendre que cette personne n'a pas de leadership. Le leadership, c'est naturel, c'est pas vrai. Le leadership, il se développe, c'est une ressource que l'individu a en lui et elle se développe et elle se travaille. Elle s'exprime différemment. Vous n'avez pas demandé le même leadership. Audrey Cordon et Pauline Ferrand-Prévot, elles n'ont pas le même leadership. Mais ils se complètent en fait, parce qu'elles sont et parce qu'elles sont capables de faire ce qu'elles peuvent apporter. Et c'est pour ça que ce n'est pas parce que je suis capable de prendre la parole en public que j'ai du leadership au dépend d'une personne qui le prend un peu moins. Et c'est des qualités qui se développent. Le leadership de Pauline, de Céline Dumergue, d'Audrey n'était pas le même à 20 ans qu'il n'est pas le même à 30 ans. Parce que c'est des ressources qui se travaillent. Ça se travaille par des outils, des entretiens individuels, des échanges collectifs, des échanges avec les athlètes, de l'observation, observer ces athlètes à l'entraînement. Bon, moins simple dans le cyclisme parce qu'il faut les suivre, c'est plus simple dans un gymnase, dans les courses. Donc, en tout cas, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à travailler, à s'entraîner, à répéter. Je vois que le temps court et on va vers la fin de la présentation. Je ne vais pas trop aller dans les détails, mais ça, c'est un outil d'auto-évaluation qu'on a produit dans le basket. Je dois être capable de m'auto-évaluer sur mon niveau de motivation. Ce que je vous explique là, je l'explique à mes athlètes. Est-ce que je me fixe des objectifs de progrès? Va dire à ton entraîneur, non, non, je veux travailler ça, je veux qu'on l'écrive. C'est pas que l'entraîneur qui va dire non, il faut que tu fasses ça, ça et ça et ça. Non, c'est à toi qui as ta part de responsabilité et on va t'accompagner là-dedans. Est-ce que tu es très centré sur la perf, ce qui peut générer de l'anxiété? Est-ce que tu es autonome? Est-ce que tu es ponctuel? Est-ce que tu demandes du travail? Comment ça se passe avant une compétition, pendant, quand il y a un sélectionneur, une sélectionneuse, quand c'est un match important, une finale? Pourquoi à chaque fois, j'entends régulièrement les entraîneurs me dire ah ouais, mais là en compétition, il n'est pas aussi performant qu'à l'entraînement. Mais c'est juste pas le même contexte et c'est des choses à travailler et essayer de comprendre pourquoi. Gérer ma frustration pendant la course. Il y a plein de choses à mettre en place. La concentration. Est-ce que je perçois que je suis concentrée? Est-ce que j'arrive à être concentrée dans certaines situations et pourquoi pas dans d'autres? Finalement, j'arrive à être concentrée quand ça va bien et pas quand ça ne va pas bien. Donc, ça veut dire que je me parle intérieurement de façon négative. Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes limites? Et comment je peux me développer par rapport à ça? Est-ce que je demande à mes entraîneurs d'analyser mes performances? Est-ce que je les comprends bien? Évidemment que l'expertise de l'athlète n'est pas la même que celle de l'entraîneur. Est-ce que je comprends mon rôle dans l'équipe? Dans les débriefs, c'est ce plus important. Est-ce que j'ai bien compris mon rôle avant de partir? Est-ce que je l'ai bien accepté? Je peux l'avoir compris et pas l'accepter. On t'a dit que tu étais coéquipière aujourd'hui, pas leader. Hein. C'est pas toi qui allais sprinter à la fin. Hein. Tu l'as compris? Ouais. Est-ce que tu l'acceptes? Non. Bon, ben,
On ne peut pas partir sur la course. Alors, si tu l'acceptes pas, il y a des choses à valider, en tout cas. La gestion de l'environnement. Typiquement, hein, quand j'entends elle ou elle a fait une attaque, elle s'est fait rattraper, c'est dommage. Mais non, c'est pas dommage, c'est bien parce qu'il ou elle a osé en fait le faire. D'accord? C'est pas dommage, c'est bien. Et puis on renforce en tout cas ces opportunités-là qui sont présentées. Bon, on pourrait parler du mental de l'entraîneur et de l'entraîneuse. Hein. Il y a aussi d'autres habiletés à travailler chez l'entraîneur, la capacité à rester sur le ici maintenant, la capacité à gérer les victoires et les défaites, la capacité à gérer son stress avant, pendant une course, à gérer sa colère, à bien communiquer, à être clair, à accompagner ses athlètes, à rester enthousiaste. Souvent, des fois, les entraîneurs me disent ah ouais, il ou elle n'est pas l'enthousiaste. Mais est-ce que toi, tu transpires l'enthousiasme? Est-ce que tu transpires l'engagement? Est-ce que tu t'es engagé? On ne peut pas reprocher un engagement des autres si déjà nous, on n'est pas engagés. Est-ce que je me fixe des objectifs de progrès? Est-ce que je pense aussi à couper un peu aussi, hein, parce que la difficulté de certains métiers, c'est que je pense qu'à ça. Et qu'est-ce que je mets en place, en tout cas, pour construire ces qualités-là? Donc, il nous reste 2 diapos. Hein, ça renvoie à des habiletés motivationnelles, relationnelles, affectives, émotionnelles, concentration, qui renvoient à des compétences à développer, la capacité à savoir récupérer, la capacité à gérer son niveau d'activation émotionnelle, la capacité à savoir planifier, la capacité à savoir communiquer, et qui renvoie du coup à des techniques, en fait, qui se développent, qui sont la technique de l'imagerie mentale, la technique de respiration, la technique de la relaxation, la technique du dialogue interne positif, la fixation d'objectifs. Il y en a pléthore qui permet en tout cas de développer des compétences-là. Et j'ai envie de dire, pour terminer, qu'on a affaire à nos jeunes champions et nos championnes, nos pitchounes, à nos championnes qu'elles ont été en 2014. Alors j'insiste parce qu'on ne parle pas assez des femmes, et c'est mon côté féministe qui prend le dessus, et de la performance hors norme qu'elles ont fait. En tout cas, elles ont été championnes du monde. Donc voilà, avec l'injustice, la réussite de toutes les avoir eues sur cette photo-là, avec des tenues différentes, hein, parce qu'il y en a qui sont dévoués plutôt pour protéger notre leaduse identifiée. Et puis finalement, il devrait y avoir en fait 6 maillots de champion du monde. Hein, c'est l'injustice je trouve, c'est des choses qu'on pourrait changer, hein, parce que ça a vraiment été un sport d'équipe. Et les habiletés mentales, pour terminer, si vous voulez, elles se travaillent autant chez les pitchouns que chez ces experts du cyclisme. Et si ça avait été travaillé, j'ai envie de dire, encore le plus jeune âge, on serait peut-être encore plus souvent sur le podium. C'est la question à se poser. Mais voilà, en tout cas, j'ai des références, je ne vais pas les afficher là, des bouquins qui m'inspirent. Merci pour votre écoute. Merci pour, en tout cas, je reste dispo pour vos questions et vos échanges. Émilian, j'ai essayé de ne pas être trop longue et de respecter le timing que tu m'avais donné. Donc, tu veux que je sorte du partage ou est-ce que tu as eu des questions qui ont émergé? Tu peux sortir du partage, effectivement, et tu peux boire un coup d'eau parce que tu as été très efficace durant ces 45 minutes, un peu plus de 45 minutes. Il y a effectivement des questions qui ont émergé. Alors, il y en a une de Clémence. Clémence, peut-être, est-ce que tu peux prendre la parole pour... voilà, tu demandes qu'est-ce que le leadership, mais peut-être approfondir ta question pour que Virginie puisse y répondre très précisément. Bon, je peux peut-être déjà anticiper parce que c'est une question qui est assez récurrente en fait. Le leadership, c'est une zone d'influence en fait qu'on peut avoir. Et en fait, on a cette croyance qu'il y en a qui ont du leadership et il y en a qui n'en ont pas. Et en fait, il existe différents types de leadership. Ça peut être un leader motivationnel, ça peut être un leader informationnel. Le capitaine de route est une sorte de leadership, hein, où on identifie, si on reprend l'exemple, on avait identifié Audrey Cordon, notre capitaine, en 2014. Hein, notre leader de performance et notre leader qui devait informationnel, c'était évidemment Pauline, mais avec d'autres stratégies. Hein, si Pauline n'était pas allée jusque... on n'avait pas préparé le sprint et une victoire à 3 secondes, hein, sans prétention, hein, en tout cas, c'est pas ça. Hein. Mais Eugénie a apporté sa part de leadership dans la communication qu'elle a apporté et son rôle dès le début. Et donc, en fait, le leadership en fonction de qui je suis et le rôle aussi, et là où je veux aller, il se développe et ça se travaille. C'est une qualité qui se travaille.
Une Céline Dumer qui en 2012, comme elle est capable de parler à ses coéquipières, 15 ans avant, elle ne parlait pas. Et du coup, c'est des ressources qui se travaillent et qui te permettent de connaître, en fonction des objectifs, en gros, comment on peut avancer sur cette thématique-là. Donc, c'est une zone d'influence. Après, la zone d'influence, c'est pas que uniquement la personne qui travaille, c'est pas que l'entraîneur qui a le leadership. Et d'ailleurs, les travaux actuels que je suis en train de lire vont peut-être pas plaire aux entraîneurs, mais les derniers travaux sur le leadership font montrer dans les sports co, en tout cas, que en fait, quoi que dise l'entraîneur, c'est le leadership de l'équipe, le capitanat et qui permet d'atteindre la performance. Et des fois, c'est pour faire un pied de nez à mes entraîneurs de basket, mais ils pensent qu'ils détiennent la performance, mais c'est la construction, tout ce qui a été fait avant qui permet d'atteindre le Graal, en tout cas. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vaste, le leadership, et en tout cas, ça se développe, si tu veux, déjà dans l'autonomie, d'en faire parler les athlètes, dans leur donner des terrains d'expression, leur donner des responsabilités. Et du coup, voilà, c'est une qualité qui se travaille. Il y a déjà des choses à l'intérieur des personnes. Je ne sais pas si Clément, j'ai répondu à ta question. A priori, si, parce qu'elle te remercie pour la réponse et c'est vrai que c'était très exhaustif et très clair. Et donc, il y avait une question aussi de Charlotte. Tu peux le voir, hein, mais pour ceux qui écouteront la visio après, la question c'est: existe-t-il un outil d'évaluation des habiletés mentales propres au cyclisme et ou aux différentes disciplines du cyclisme, comme le modèle présenté avec le basket, pardon. Alors ça, je l'ai reconstruit avec le basket, mais tu peux très bien, en fait, l'adapter à ce qu'on appelle traditionnellement l'analyse de la tâche et l'analyse de l'activité. Je ne vais pas construire le même outil quand je vais travailler avec mes poursuiteuses de piste que quand je vais travailler avec mes routières ou mes routiers, en fait. Donc, c'est-à-dire que je vais réadapter des aspects en particulier sur la concentration. Et est-ce que j'arrive à être concentré quand ma stratégie, par exemple en poursuite par équipe, quand ma stratégie change? Si je veux affiner dans le détail quand tu travailles avec l'élite, est-ce que ma concentration, dès que je change de stratégie, Donc, pour répondre à ta question, il y a des outils basiques traditionnels sur est-ce que je suis capable d'être concentré, si oui, combien de temps, etc. Et après, c'est à toi de les adapter. Je peux partager, je peux très bien faire celle que j'ai fait pour le basket, la même pour. Et ça va dépendre en fait de ce que tu recherches. Donc, mais j'en ai fait une sur le cyclisme. C'est vrai que j'ai pas pris le temps. Je la retrouvais pas dans mes dossiers, mais j'en ai une pour mes routières que j'avais faite pour. Parce qu'en fait, moi, c'est un indicateur qui me permet de leur faire comprendre et de déconstruire que l'APM, c'est pas que quand il y a problème, elles ont déjà des ressources mentales et que leur faire auto-remplir ce questionnaire leur permet de se rendre compte qu'elles ont les outils déjà, elles ont déjà des ressources. Donc, je peux te faire partager ce que j'ai avec plaisir, mais en tout cas, à ma connaissance, le Memento qui est en cours de rédaction actuelle peut-être va y participer. Je ne sais pas si tu en as parlé, Emilian, mais on essaye actuellement de construire un Memento accessible aux entraîneurs, aux entraîneuses grand public de la Fédé. Et il existe des outils, en tout cas. L'idée, ça sera de proposer des outils par rapport à ça. Mais tu peux reprendre ce que j'ai proposé, en tout cas. Très bien. Eh ben, je fournirai les éléments à ceux qui le souhaitent. Est-ce qu'il y a des questions qui souhaitent être posées à l'oral? N'hésitez pas. Alors, il y a une question de Laurent qui la pose sur le fil de conversation. Il évoque, tu évoquais, Virginie, les objectifs de progrès. L'intuition donc de la tête en fait sans aucun doute partie. Quels moyens avez-vous pour recentrer et ou développer cette fluidité-là? J'ai parlé d'intuition. Je pense pas avoir parlé d'intuition, en fait, hein, ou alors j'ai mal articulé, mais les objectifs de progrès, l'intuition, je peux pas la mesurer, hein, c'est tout. Qu'est-ce qui fait que, en tout cas, c'est surtout l'intention de l'athlète de se fixer ses propres objectifs et de pouvoir les écrire et les verbaliser et les matérialiser par écrit. Mais je sais pas ce que c'est l'intuition et le feeling. C'est pour ça que je sais pas si j'ai été claire, mais je parlais d'objectifs de progrès parce que assez rarement, en fait,
on parle d'objectifs on parle trop souvent d'objectifs de performance, en fait. Et en toute modestie, hein, quand on va se préparer sur les Jeux ou autres, sur les Jeux olympiques, quels qu'ils soient, ou même sur des jeux, des compétitions, hein, je ne contrôle pas tout dans la performance. C'est pour ça qu'à un moment donné, je dis aux athlètes, OK, tu as envie de gagner, mais je comprends bien que tu as envie de gagner, c'est important pour toi. Mais ce que je contrôle, c'est ma préparation. Et par contre, je peux pas, si demain je peux contrôler à 100% les objectifs de performance, vous le dites, c'est de la magie ou c'est de la manipulation, mais c'est pas possible, quoi. Donc on a tous envie, en tout cas, d'être efficace et d'être performant, mais les objectifs de progrès rassurent parce qu'on est sur des éléments qu'on contrôle, ça nous permet de nourrir cette motivation, voir les étapes sur lesquelles on avance. Et du coup, c'est important de les écrire et de les réévaluer, en fait. Ça ne s'écrit pas sur un an, des objectifs de progrès. Si on a une vision sur un an, mais quels sont les petits pas qui vont permettre d'atteindre ces objectifs de certaines compétences dans un an? Ok. Merci Virginie. Alors, j'ai une question, hein, qui peut paraître bizarre, mais tu as évoqué les personnes qui pouvaient intervenir en tant que préparateur mental. C'est un certain bagage universitaire ou de formation qui était quand même nécessaire pour intervenir dans un cadre éthique. Qu'est-ce qui, selon toi, différencie un bon et un mauvais préparateur mental? C'est un peu à l'inconnu, mais voilà. C'est la posture déjà qui est adoptée, c'est-à-dire que la volonté de donner du contenu et de développer l'autonomie de l'athlète. Alors après, évidemment, hein, l'autonomie, c'est pas le laisser faire, c'est pas être indépendant et faire tout seul, mais c'est pouvoir en tout cas transmettre un certain nombre de contenus et d'outils en fait. Je suis pas le détenteur. C'est pour ça ce qui me gêne, c'est les préparateurs mentaux, les intervenants sur le mental. Voilà, moi ma technique c'est la PNL. Moi ma technique c'est l'hypnose. Donc soit vous venez, mais on peut pas faire que ça en fait. Il y a plein d'outils. Donc on peut pas. Quoi, ça me gêne quand moi je suis intervenant en PNL et on fera que de la PNL. Je suis intervenant qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple, mais en hypnose ericksonienne. Donc, mais en fait, quand tu as une personne qui est détentrice de la technique, elle ne peut pas la transmettre. Et si je ne peux pas la transmettre, je suis dépendant de la personne. Donc, c'est ça. Donc, un bon préparateur mental, c'est une personne qui est capable de transmettre ses contenus et de pouvoir les diffuser et de pouvoir expliquer à l'athlète qu'il peut s'approprier la technique et la vivre. Et du coup, on se rassure, évidemment, quoi. Les formations qui rassurent, c'est comme pour travailler la posture, des fois, il faut du temps parce que il faut aussi pas que j'influence l'athlète sur mes représentations. En particulier, des fois, quand je suis ancien sportif de haut niveau, j'ai vécu une expérience forte que inconsciemment, je peux retransférer chez mes athlètes. Donc, il faut que je sois capable de comprendre ma posture qui est plutôt neutre et bienveillante pour accompagner l'athlète. Et des fois, ça nécessite du temps. C'est pour ça que la formation que j'appelle longue, qui est universitaire, c'est pas parce que je suis universitaire, mais elle permet d'être un indicateur et de s'assurer en tout cas des contenus de formation qui sont donnés. Donc voilà, un bon préparateur mental, il développe l'autonomie, il partage ses contenus. Et je suis toujours gênée quand on peut me dire non, vous pouvez pas enregistrer, non, vous pouvez pas. C'est pas de la. Les contenus que je vous ai fait aujourd'hui, ils existent partout sur Internet. Dans des livres dans lesquels j'ai lu, que je me suis réapproprié. Et les outils, c'est pour ça que les outils, moi, je me les adapte en fonction des contextes. J'avais produit des outils avec les routières, travaillant avec les endurants, j'ai réadapté des outils. Ils changent. La Madison, c'est l'américaine, c'est complètement autre chose. Donc, il faut que je réadapte des outils. Quand tu passes le relais, qu'est-ce qui se passe? Quelle information on se donne? Donc, les outils ils se réadaptent. Ça reste les mêmes à la base, mais ils se réadaptent en fonction du contexte. Et à chaque fois, je reconstruis des nouveaux outils, j'ai envie de dire. Donc, c'est pour ça que le bon préparateur mental, il a compris, en fait, comment il veut accompagner son athlète, le faire réfléchir, lui donner des stratégies. Et d'ailleurs, les meilleurs outils, moi, c'est ceux que les athlètes, ils ont trouvés. Hein. Bon, allez, on va atteindre ça, on va faire un travail vidéo. Comment vous le pensez mettre en place? Ah ouais, on peut faire ça, et là, OK. Donc, voilà comment on opérationnalise les choses. Des fois, les meilleures idées, elles viennent pas de moi, hein, elles viennent des athlètes. Hein. Donc, c'est pour ça que voilà, c'est la question de l'autonomie, de transmettre des contenus. Et j'ai oublié, du coup.
moi, je ne peux pas convenir de travailler un athlète sans informer l'entraîneur et l'entraîneuse avec lequel je travaille. C'est pas possible. Je ne peux pas faire un travail individuel avec un athlète si je n'informe pas l'entraîneur des contenus. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail aussi des éléments qu'on travaille, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. J'ai une expertise qui peut à la fois aider l'entraîneur et aider l'athlète. Mais je ne comprends pas que ça puisse être dissocié. Moi, quand je travaille individuellement avec un athlète, alors soit tu travailles dans les collectifs et dans ces cas-là, ben, c'est l'entraîneur qui te fait rentrer, donc c'est super. Ça veut dire qu'il adhère et qu'il est prêt à avoir des retours et des débriefs et de questionner. Mais quand je travaille individuellement avec des athlètes, moi, la condition sine qua non, c'est est-ce que tu es d'accord que j'appelle ton entraîneur? Après, bon, si c'est l'entraîneur sélectionneur, je ne vais pas donner les mêmes infos, je vais peut-être adapter les infos. Mais pour moi, quand c'est à distance comme ça, la condition sine qua non, c'est d'informer le collectif, le staff. Il n'y a rien à cacher, c'est ça un bon préparateur mental. Donc c'est pour ça que des fois, on peut aussi ne pas avoir une formation universitaire et avoir déjà une bonne posture et essayer de former de manière autodidacte. Mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et les expériences des gourous et des personnes malveillantes et qui ont eu l'emprise sur des athlètes ont tellement entaché la préparation mentale qu'on a envie de se rassurer avec des gens qui ont des formations longues et qui passent par le process du coup de l'accréditation de la Société française de psychologie du sport parce que je suis identifiée dans un paysage, en fait, dans le paysage de la préparation mentale. Ok. J'ai répondu à ta question, Emilien. Elle a été très étayée, beaucoup plus que celle de Pascal Légitimus, Hubert Campan, et puis voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Virginie? C'est le moment, parce qu'après, on va devoir se quitter. N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à la poser à l'oral si vous le souhaitez. Sinon, moi, j'en ai une petite dernière pour Virginie, mais je pourrais laisser la priorité à quelqu'un d'autre. Daniel. Alors, mais tu peux faire très succinct là, hein, Virginie. Hein, t'évoquais l'entraînabilité justement de ces facteurs mentaux, de ces habiletés mentales. Est-ce que tu peux nous donner très succinctement voilà, la fréquence de ces entraînements en préparation mentale pour un débutant et un confirmé enfin, voilà. Ça, c'est ta question, Emilien. Après, je répondrai à celle qui a l'air super intéressante de Daniel assez rapidement. Ah, bah alors, réponds à Daniel. Priorité à Daniel. Ouais. Chez les plus jeunes, l'objectif est de s'amuser. Et sur une ligne de départ, nous trouvons des enfants qui se concentrent, qui passent en mode compète naturellement et qui subissent et se mettent la pression. Comment aider ces jeunes pour leur rappeler qu'ils sont là pour s'amuser? Déjà, il faut changer les parents et intervenir sur les parents. Non, je plaisante. C'est vrai que chez les plus jeunes, évidemment que c'est parents dépendants à un moment donné et que j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai beaucoup travaillé sur cette question des parents. Et en fait, donc, moi, j'entraîne modestement des petits de mon village de 5-7 ans parce que ça me permet de passer du temps avec mon fils. Mais je passe beaucoup de temps à discuter avec les parents, à leur expliquer en tout cas mes attentes et que quand ils vont assister à des tournois, qu'on n'est pas devant la télé avec une bière et à crier dans tous les sens et que la compétition est un moyen en tout cas de s'exprimer. Mais les émotions que vous ressentez en tant que parent, attention de ne pas mettre la pression parce que si le gamin il se met la pression, hein, les chiens ne font pas des chats, c'est parce que c'est la pression qui est mise souvent par l'environnement. Ça peut être l'entraîneur, l'entraîneuse, ça peut être les parents. Et c'est la conséquence, en tout cas, d'une certaine éducation. Donc, il faut les aider, les sensibiliser sur l'enjeu qu'il met et qu'est-ce que ça veut dire s'amuser, en fait. Et c'est peut-être que la définition pour s'amuser, il faut peut-être concrétiser pour eux ce que c'est s'amuser. C'est partir ensemble, faire une compétition, c'est être capable finalement de rouler ensemble et aussi de se dépasser. C'est ça, s'amuser. Qu'est-ce que c'est pour eux s'amuser? Et les faire verbaliser là-dessus, ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas la même définition. J'en suis sûre que si je fais une sortie de vélo avec Emilien et qu'il me dit on sort pour s'amuser et qu'il y a un panneau du village, il va sprinter pour s'amuser, quoi. Moi, j'aurais pas démarré, quoi. Donc la définition de l'amusement, elle n'est pas la même. Hein. En tout cas, je l'ai compris dans le cyclisme. S'amuser, des fois, il y en a, c'est se dépasser, et il y en a, s'amuser, c'est discuter. Donc, c'est important de le redéfinir avec les jeunes. Et au basket, en fait, avec mes pitchouns, les tournois, il n'y a pas de score, il n'y a pas de score qui s'affiche. Je leur dis, on est là pour faire des passes, pour se développer, etc. Et les gamins, en fait, ils comptent les paniers. Ils sont capables, ouais, Virginie, il y a 14-10. Mais il n'y a pas de score qui s'affiche. Donc, en cachette, en fait, ils comptent.
Et moi, je dévalorise ça, le fait qu'il compte, mais il compte quand même. Donc, qu'est-ce que je fais en fait? C'est la conséquence de... Parce qu'il y en a qui sont compétiteurs et il y en a qui comptent pas aussi. Mais ils sont capables de dire, oh, on a gagné, on a perdu. Mais voilà, c'est vraiment insister auprès d'eux que l'important pour moi, c'est qu'ils progressent, qu'ils soient capables de valoriser ce qui peut-être ne marque pas. Et il y a des choses à mettre en place, de bien communiquer, de s'encourager, avoir un discours positif. Moi, je joue beaucoup sur... qui manifestent leur enthousiasme et qui rigolent aussi pendant une course. Pourquoi on ne pourrait pas rigoler en fait pendant une course, pendant qu'on joue ensemble Donc voilà, c'est définir ensemble. Parce que voilà, la définition de l'amusement, c'est comme être concentré, c'est comme, être solidaire. On n'a pas tous la même définition. Donc à vous de donner votre définition qui vous est propre. Et s'amuser, c'est prendre plaisir ensemble pour s'échauffer ensemble, pour s'habiller ensemble avant une course, pour préparer sa course, préparer son vélo, discuter avec ses parents. Et ouais, sensibiliser les parents, c'est important, quoi. Je vous avoue, je suis allée voir une course de mon neveu qui fait du cyclisme dans mon village à côté, là. Et il était hyper stressé, mais je lui ai dit, mais il n'y a rien à jouer, il n'y a rien à gagner, quoi. Et il me dit, ouais, mais il y a mes parents qui sont venus me voir, il y a mon club et tout. Je lui dis, mais amuse-toi, on va t'aimer de la même manière si tu fais une bonne ou une mauvaise course, quoi. C'est pouvoir en discuter avec les athlètes, en fait. Avec les sportifs, l'enjeu, ils y mettent dedans. Et le fait d'en parler, en fait, après, voilà. Il y a tout le public, évidemment. C'est comme quand mon athlète, il a osé faire un sprint et qu'il est parti, qu'il s'est fait rattraper par une échappée et que moi, je lui dis bravo et que 90 personnes lui disent, bah ouais, c'est dommage. Ah non, c'est pas dommage, en fait. Donc voilà, c'est pas simple, en fait. Mais voilà, c'est en mode compète. Qu'est-ce que c'est le mode compète, d'ailleurs? Et ils le sont naturellement, mais parce que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils pratiquent, c'est la reconnaissance et c'est gagner. Mais c'est bien de développer d'autres motifs de pratique, quand même. Être ensemble, rouler ensemble, tenir un rôle. Donc voilà, c'est des questions qui se développent dès les petits. Après, c'est un vrai objectif, hein. Émilian, il parlait de planification, hein. Moi, je vais vous dire, avec mes athlètes de haut niveau, je leur dis, on travaille ensemble que si on fait 2 heures de PM par semaine. Mais c'est rien, 2 heures de PM. Ils font 26 heures de vélo. Donc, ils peuvent faire 2 heures de PM. Donc, j'ai envie de dire, réunir les jeunes, faire ce qu'on appelle des causeries dans le monde collectif. Qu'est-ce que c'est pour toi, s'amuser? Pourquoi tu es là, en fait? C'est pas que monter sur le vélo. Et ces temps de 10 minutes au début de la séance sur, OK, on va faire une compétition samedi, on part ensemble. On va en discuter à la fin de l'entraînement de mercredi, 15 minutes. On y va pour s'amuser. C'est quoi pour vous s'amuser? Qu'est-ce que vous recherchez dans la compétition? Et petit à petit, en fait, vous allez vous rendre compte que y en a qui savent pas, il y en a qui veulent gagner, et chacun a des représentations différentes. Et si vous, en tant que club, c'est une valeur forte de s'amuser, et qu'il y en ait qui peuvent s'exprimer dans la compétition, et qu'il y en ait qui peuvent s'exprimer juste en faisant la course, c'est-à-dire sans forcément chercher à aller vite, hein, en gros, hein. Et ben, c'est comment je vais valoriser ça après, une fois que la course sera finie. Quel discours je peux avoir, moi, en tant que parent et en tant qu'entraîneur. Donc voilà, c'est la course que je suis allée voir. J'ai entendu des jeunes enfants qui regardaient la course des Benjamins se moquer de ceux qui étaient derniers et dernières. Pour moi, ça, c'est inacceptable, en fait. Et du coup, quel message je veux mettre en place sur on s'en fout. Si pour toi, c'est de faire la course et de pouvoir faire une course avec du monde et plein d'enfants, c'est pour ça que ça se travaille, en fait. Ça se travaille. Et on peut avoir des objectifs différents, être là juste pour se faire plaisir. Qu'est-ce que c'est se faire plaisir? Il y en a qui se font plaisir en battant les autres. Il y en a qui se font plaisir en étant ensemble. Il y en a qui se font plaisir en faisant un effort. Et je pense qu'il faut le caractériser et pouvoir en parler ensemble. Et après, agir sur les parents. Hein. C'est les parents qui Et du coup, voilà, c'est pouvoir faire des temps d'échange et réunir les enfants et pouvoir discuter. Alors, vous allez me dire, bah ouais, on a 2 entraînements par semaine, on n'a pas de temps, mais parler des émotions qu'on ressent sur une course. Vous imaginez, pour les pitchouns, là, la première course, le monde qu'il va y avoir, partir en même temps, attendre sur la ligne de départ. C'est tellement d'émotions, c'est tellement de choses et réagir aussi, tiens, tu as fait une mauvaise course ces derniers, en tant qu'entraîneur ou de parent, je dois être capable de réagir. Non, alors on a une motivation différente. Sa manière de s'amuser, pour lui, c'est de faire des courses, mais pas forcément d'être premier, d'être le meilleur ou la meilleure, en fait. Donc voilà, j'ai essayé d'y répondre, mais ça peut faire partie d'une valeur forte au sein de votre club aussi. Hein. C'est pas naturel, en fait. C'est pas naturel.
Et ça me fait penser, Virginie, que c'est une thématique qu'on pourrait proposer dans les prochaines semaines, le rôle des parents. Je sais que tu as beaucoup travaillé sur ce rôle-là dans le cadre de ton travail et ça pourrait être intéressant et ça pourrait en intéresser beaucoup parce qu'on voit que c'est un vaste sujet et qui mérite vraiment beaucoup de prise en compte, quoi. Voilà. On est arrivé au terme de ce webinaire. Donc, merci de votre participation. Je vois que Charlotte demandait un partage de livres de référence également. Donc, pareil, je pourrais, Virginie, tu pourras nous donner une liste de références et puis je les partagerai à ceux qui le souhaitent. Je vous rappelle, je vous envoie juste après là, un petit questionnaire de satisfaction pour savoir comment ça s'est passé, et puis surtout savoir qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos remarques. Et puis, il y aura aussi à la fin de ce questionnaire des propositions de thématiques qu'on pourrait aborder dans les semaines qui suivent si ce webinaire vous a plu. Voilà, en tout cas, merci. Merci beaucoup, Virginie. Ça a été fort agréable. C'était super enrichissant et très intéressant. Merci à vous qui avez suivi et j'espère que ça vous aura sensibilisé à ce qu'est la préparation mentale et vous encouragera à approfondir le sujet. Voilà, peut-être un mot de la fin pour Virginie et puis après on se quitte. Non, moi, je reste évidemment disponible avec beaucoup de plaisir, comme j'ai dit à Emilian, de partager d'autres webinaires. Hein. La situation actuelle nous amène à vivre un temps différent et du coup à passer, en tout cas pour ma part, plus de temps, d'être plus disponible, parce que normalement, je serais en équipe de France avec le basket ou avec le cyclisme et tout ça. Du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on a plus de temps et c'est peut-être la fenêtre pour pouvoir le faire régulièrement sans forcément que ce soit très long, parce que 1 heure, peut-être que c'est trop long, mais peut-être aborder des thématiques. Voilà, soyez opportunistes et proposez vos thèmes, ce sera avec plaisir que je les partagerai. Très bien. Merci à tous et bonne soirée, bon week-end. À Merci bientôt. Emilien, merci tout le monde, à bientôt, au revoir.